Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur ITV, merci de nous écouter sur iRadio 90.3. Bienvenue dans le jury du dimanche. Le JDD reçoit ce dimanche 2 août 2025 Nicolas Ndiaye. Il est le secrétaire général de la Ligue démocratique, la LD. Il est également ancien député à l'Assemblée nationale. Nicolas Ndiaye, merci de répondre à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de venir dans votre émission. Et je vous remercie aussi parce que vous me permettez de vulgariser les messages de notre parti et mon propre message. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté au Grand Théâtre le plan de redressement économique du Sénégal. Parlons d'abord de la forme. Certains anciens parlementaires, à l'image de Cheikh Oumar Sy, à l'image également de Théodore Monteil, dans une tribune, ont estimé que la présentation, disons, du plan de redressement devait être faite devant les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Êtes-vous du même avis? Exactement, je suis exactement du même avis. Un plan de redressement doit être présenté au niveau de l'Assemblée nationale parce que sur le plan institutionnel, c'est le lieu par excellence où les représentants de tout le peuple sont réunis et ont pour rôle de discuter des propositions du gouvernement, des propositions de l'exécutif. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous vous rappelez de la déclaration de politique générale que le Premier ministre Ousmane Sonko voulait faire devant un jury populaire qu'il disait d'ailleurs plus compétent que l'Assemblée nationale? Vous vous rappelez? Exactement, c'est-à-dire c'est ce qu'il est en train de faire ici pour ce plan de redressement. Il aurait dû le présenter devant l'Assemblée nationale, qui est le lieu par excellence pour ce genre de communication. Malheureusement, il l'a fait devant un parterre qu'il a choisi, le Grand Théâtre, une mise en scène pour récolter des applaudissements parce qu'il a rassemblé des gens qui lui sont favorables. En fait, il a soliloqué. Alors, le président de la République qui a présidé même la présentation du plan de redressement, toujours dans la forme, est-ce que le chef de l'État devrait être présent? À mon avis, en tant que garant des institutions, clé de voûte des institutions, le président de la République n'aurait pas dû être présent à cette présentation du plan de redressement. Maintenant, je comprends, il veut peut-être huiler les relations qui semblaient être dans une mauvaise situation. C'est pour cela qu'il a voulu être présent, mais il n'aurait pas dû être présent. Et d'ailleurs, quand il a voulu présenter la DPG devant un jury populaire, au lieu que le président dise « je me suis opposé », il y a dit « Demoko Nyan ». Je lui ai demandé gentiment, voilà, pour qu'il ne le fasse pas. Donc, pour moi, le président de la République, en tant que clé de voûte des institutions, normalement, n'aurait pas dû être présent à cette mise en scène, à cette théâtralisation. Alors, lors également de la présentation de ce plan de redressement par le Premier ministre, il a été question de parler beaucoup d'économie, notamment des chiffres. Le gouvernement a annoncé vouloir mobiliser au moins 5 667 milliards de francs CFA de ressources projetées dans le plan et financer également ce plan à hauteur de 90% sans faire recours à l'endettement. Est-ce que ce n'est pas un plan très ambitieux quand même? Il est trop ambitieux. Il utilise la mauvaise méthode, la mauvaise manière et je doute que ça réussisse. Pourquoi? D'abord, en fait, si nous sommes dans cette situation, c'est eux, c'est-à-dire ce sont des pompiers, disent-ils,
pour redresser l'économie, alors qu'en fait, ce sont les véritables pyromanes. C'est eux qui ont plongé le pays dans cette situation. D'abord, le Premier ministre, dès qu'ils ont pris le pouvoir, il a dit « Nous avons trouvé un État en ruine ». Alors que quand même, les Nations Unies avaient, après le mandat du président Macky Sall, les Nations Unies qui avaient trouvé notre pays comme un pays pauvre, ont mis notre pays maintenant dans les pays à revenus intermédiaires. Alors que lui, il disait, nous sommes un pays en ruine. Ils ont arrêté tous les travaux des BTP, ceux qui étaient en règle comme ceux qui n'étaient pas en règle. Donc, une mesure collective qui a unilatérale, illégale, qui a mis tout le monde dans le même panier. Et si on regarde les BTP, il y a plus de 20 à 25 corps de métier. Les plâtriers, les maçons, les carreleurs, même les conducteurs de charrettes. C'est une chaîne. C'est une chaîne, même les gargotières. Ensuite, ils ont dit qu'on a falsifié les chiffres. Ce qui a arrêté notre collaboration avec le FMI, qui a demandé à y voir plus clair, qui a demandé les preuves. Ils ont demandé le compte, on leur a donné, ils ont demandé un cabinet indépendant, ils ont choisi le cabinet Mazars, oui. Oui. Et comment ont-ils choisi ce cabinet? Est-ce qu'ils ont fait un appel international pour choisir ce cabinet? J'en doute. Est-ce que donc ce que ce cabinet va donner, les résultats seront crédibles? En fait, notre pays est dans cette situation parce que le Premier ministre et le PASTEF s'en sont pris à tout le monde, aux magistrats, à la presse, au président de la République, à la France, au FMI, à la société civile, etc. Le responsable, selon vous, c'est PASTEF? Mais bien sûr, c'est PASTEF et le Premier ministre, parce que tout simplement, ce qui leur manque, c'est le discernement, ragner, voir quels sont avoir l'humilité de voir qu'est-ce qui nous a mis dans cette situation, se poser des questions, se remettre en question, mais ça, il faut avoir du savoir. Il faut avoir de l'humilité pour pouvoir se remettre en question, faire preuve de discernement. Malheureusement, ils ne l'ont pas et ils attaquent tout le monde. Et ils ne se posent jamais de questions. Quelle est notre responsabilité dans cette situation? Voilà, c'est des pompiers pyromanes. Pour arriver, comme je le disais tantôt, à 5 667 milliards de francs CFA pour être exact, le Premier ministre a estimé qu'il faudrait d'abord passer par l'élargissement de l'assiette fiscale, mais également augmenter le taux de pression fiscale. Le gouvernement mise sur ces leviers-là pour arriver à ces fins. Est-ce que c'est la bonne méthode pour enclencher le redressement d'un pays, comme vous l'avez dit, entre guillemets, trouvé en ruine? Pas du tout. À mon avis, ce n'est pas un plan de redressement économique. Ce n'est pas un plan pour relancer notre économie, c'est un plan fiscal approximatif. C'est-à-dire les leviers sur lesquels ils veulent peser, c'est presque uniquement les taxes, la fiscalité, et particulièrement sur le numérique, etc. Malheureusement, je crois qu'ils ne réussiront pas parce que eux, ce sont des fiscalistes, mais ils ne sont que des fiscalistes. Je doute qu'ils soient des économistes. Et donc, ils misent sur des niches fiscales, l'arrêt de certaines subventions. Je me demande même si ils ne vont pas arrêter les subventions sur les moteurs de pêche, ce qui va plomber la pêche au niveau de notre pays. Et donc, ce n'est pas un plan
de relance économique, c'est un plan fiscal approximatif, sans séquençage, sans évaluation des chiffres. C'est pourquoi je doute. Ce qu'ils auraient dû faire, au lieu de se mettre seuls dans leur bureau, ils devraient contacter toutes les forces vives de notre pays, les PME, le patronat, les syndicats, etc., pour qu'ensemble nous réfléchissions. Parce que c'est vrai, c'est eux qui ont mis le pays dans cette situation, mais le plus important, c'est comment se sortir de cette situation. Est-ce que seuls, avec ce soliloque, ils peuvent se sortir de cette situation? J'en doute. Nous leur avions proposé, lors des assises, au lieu de s'en limiter au thème, de parler de la relance économique, de la situation économique déplorable du pays. Ils ont refusé. Alors que ils auraient dû rassembler toutes les forces vives, que nous réfléchissions ensemble comment sortir notre pays de cette crise économique. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont réunis tout seuls. Ils n'ont même pas présenté les choses à l'Assemblée nationale, pas les forces vives, pas les syndicats, pas les PME. Et ils ont rassemblé ceux qu'ils voulaient rassembler au niveau du théâtre national, du moins au niveau du Grand Théâtre, pour cette mise en scène, afin de recueillir des applaudissements. C'est de la manipulation et la pratique étant le seul critère de la vérité, je doute que ce plan de redressement ne marche. Pour moi, c'est une manipulation tout simplement comme ils ont l'habitude de le faire. Alors, dans cette présentation du plan de redressement, il y a également question d'appliquer, entre guillemets, une certaine réciprocité sur le visa, notamment des pays qui sont hors du continent africain, qui appliquent des frais de visa au Sénégal, dans le visa électronique, mais également des pays dans le continent africain, comme l'a dit le Premier ministre, qui appliquent également les frais de visa au Sénégal. Le gouvernement entend également en tirer quelques milliards. Est-ce que cette mesure-là, elle avait sa place dans le plan de redressement? Je ne crois pas que cette mesure ait sa place. Parce que vous savez, est-ce qu'on n'avait pas, si ma mémoire est bonne, il y a un temps, les gouvernements précédents avaient essayé ça. Mais malheureusement, du moins heureusement, ils l'ont abandonné parce que il y a le discernement. Il y a des pays, nous avons besoin de leur ouvrir les frontières, de leur faciliter leur venue, c'est-à-dire les touristes qui viennent des pays riches, qui viennent avec de l'argent. Nous avons besoin de leur faciliter leur entrée au Sénégal. Nous avons plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de nous. C'est pourquoi le discernement est important quand il s'agit de diriger un État. Nous sommes des pays pauvres. Nous sommes des pays fragiles. Nous nous sommes bien débrouillés depuis l'indépendance, à mon avis. Regardez nous et la Guinée. Je ne veux pas offenser un pays étranger, mais je pense que les choix que notre pays a fait depuis l'indépendance, certes tout n'est pas parfait, mais les choix que notre pays a fait depuis l'indépendance sont généralement de bons choix. Nous sommes un pays démocratique, un pays pacifique. Nous avons un État, une nation où toutes les ethnies vivent en paix. Notre Assemblée nationale fonctionne depuis 1956 sans interruption. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest et même en Afrique, notre pays a toujours été un phare. Donc, tout n'est pas négatif depuis l'indépendance. Malheureusement, pour la première fois, nous avons un régime qui ne sait pas bien se situer, qui ne se connaît pas, qui ne connaît pas le Sénégal, comment marche le Sénégal, et qui ne sait pas comment marche le monde, et qui ne sait pas qu'ils ne savent pas. C'est ça qui est plus grave. C'est-à-dire, s'ils ne savent pas, et s'ils savaient qu'ils ne savent pas, ils auraient pu prendre ceux qui savent pour les compléter. Mais ils sont persuadés
qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas. Et c'est pourquoi ils vont tout droit vers le mur. Alors, la réciprocité, disons, du visa, selon vous, ce n'est pas une bonne solution? Oui. Je pense que ça ne doit pas être appliqué à tous les pays. C'est-à-dire que ça doit être appliqué à certains pays, mais d'autres qui ont des touristes, qui ont des gens riches, qui ont des gens dont on a besoin, qu'ils entrent dans notre pays, on ne devrait pas leur appliquer cela. D'accord. Alors, toujours dans ce plan, il y a eu beaucoup d'annonces quand même. Le Premier ministre a également parlé de la suppression ou même de la fusion de certaines agences. Il l'avait signalé donc dans sa disons, déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Maintenant, cette mesure-là, elle lui vient également renforcer ou elle va faire partie, disons, du plan de redressement. Mais là, quand même, vous êtes d'accord qu'il faudrait peut-être que l'État puisse quand même rationaliser, entre guillemets, son train de vie? Je suis d'accord pour la rationalisation des agences. Et dès leur prise du pouvoir, je crois que c'est ça qu'ils auraient dû faire. Rationaliser les agences, fusionner les agences qui méritent de l'être. Malheureusement, c'est 15 mois après qu'ils en parlent. Deuxièmement, je n'ai pas entendu parler de la diminution ou la suppression. Je suis même contre la suppression des fonds politiques. Ah bon? Mais au moins qu'on diminue les fonds politiques. Malheureusement, et je n'ai pas entendu parler de diminution des fonds politiques. Alors qu'eux, ils avaient parlé de suppression. Mais moi, je suis contre la suppression, je suis pour la diminution, et ils n'ont pas diminué les fonds politiques, de telle sorte que l'État risque de maintenir son train de vie et ce plan de redressement qui va trinquer les citoyens et les petites et moyennes entreprises, et peut-être même les grandes entreprises. Voilà. Je doute que ce plan ne marche. Mais si l'État, par exemple, va miser, disons, sur les taxations, notamment le numérique qui est très en vue, mais également sur les revenus des influenceurs, le e-commerce, c'est quand même des niches qui peuvent permettre à l'État d'engager, disons, beaucoup d'argent. Je crains qu'il ne tue la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que dans tous les pays aujourd'hui, grâce au numérique, les gens sont des millionnaires ou des milliardaires. S'ils taxent le numérique, je crains qu'il ramène notre pays vers l'arrière. À mon avis, il risque de tuer la poule aux œufs d'or. Mais les jeux d'hasard également, on a parlé d'une taxation sur les jeux de hasard, les paris sportifs, entre guillemets. L'État compte bien mettre également la main dessus avec une taxation. Vous êtes pour une taxation ou une suppression de ces jeux-là? Je suis pour la suppression de ces jeux. Le gouvernement devait prendre des mesures pour supprimer ou en tout cas mieux encadrer ces jeux. Mon ami Pape Sambakan a fait une étude sur ces jeux de hasard. Il a montré l'addiction des jeunes par rapport à ces jeux de hasard. C'est extrêmement mauvais. J'incite tout le monde à acheter et à lire le livre de Pape Sambakan sur ces jeux de hasard. Je serai pour la suppression ou en tout cas pour la réduction de ces jeux de hasard. Maintenant, ce gouvernement opportuniste veut taxer les jeux de hasard, c'est-à-dire en profiter pour avoir de l'argent. Je doute qu'ils réussissent. Alors, vous n'êtes pas donc optimiste par rapport à ce plan, mais la réduction du déficit budgétaire à 3%, le Premier ministre a dit que nous sommes déjà à 8%, le gouvernement entend le réduire. 12 à 14%. Mais le Premier ministre, dans sa déclaration, il a estimé que nous sommes presque à 8%. Ah bon? Donc, 3 pour réduire le déficit budgétaire à 3%, c'est ça l'objectif
donc de l'État du Sénégal. Vous pensez qu'également qu'avec tout ce qui a été présenté comme plan de redressement, le gouvernement va quand même y arriver, peut-être, ou ils doivent renforcer ou bien s'appuyer sur d'autres leviers pour arriver à cela? Je doute qu'ils y arrivent. C'est-à-dire penser uniquement à la taxation, à la fiscalité pour redresser l'économie. À mon avis, c'est une chimère. Ce qu'il faudrait, c'est prendre des spécialistes, discuter avec les forces vives pour qu'ensemble nous acceptions les sacrifices que nous voyons, le niveau de sacrifice, que tout le monde accepte ce sacrifice et que ce plan soit issu de la base des forces vives pour que tout notre peuple se saigne la ceinture pour sortir notre pays de cette situation. Mais se mettre à côté pour seul inventer un plan pour qui est un plan de fiscalité approximatif pour sortir de cette situation, relancer l'économie, je doute qu'ils réussissent. D'autant plus que c'est eux qui sont responsables de cette situation. En réalité, on ne peut pas demander aux pyromanes d'être pompiers. C'est ce même esprit de pyromane qui les anime encore et qui fait qu'ils ne peuvent pas, avec ces méthodes, sortir notre pays de la situation où ils l'ont plongé. Alors, toujours avec ce plan, peut-être un dernier commentaire avant de parler de la justice. Il y a également une mesure qui s'est glissée lors de la présentation du plan, c'est le relèvement de l'âge d'importation des véhicules de 8 à 10 ans. Bonne nouvelle quand même pour la diaspora sénégalaise. En réalité, c'est un clin d'œil électoral qu'ils font à la diaspora. Le relèvement de l'âge des véhicules importés de 8 à 10 ans ou de 8 à 15 ans, c'est tout simplement un clin d'œil électoral qu'ils font vers la diaspora pour les contenter un peu de manière populiste. Mais quand on a des usines de montage de voitures, comme Iranbus, CCBM, etc., Séniran, par exemple, on dit qu'ils en sont à 1/10 de leur possibilité. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour qu'il y ait 9/10, ce qui créerait des emplois au Sénégal. Mais importer de vieilles voitures, augmenter la pollution, c'est comme si on voulait être le dépotoir de l'Europe. Mais c'est des mesures tout simplement populistes pour contenter la diaspora. Regardez les embouteillages qu'il y a à Dakar actuellement. Si on change cette affaire-là des véhicules, les embouteillages vont augmenter, de vieilles voitures vont venir, alors qu'on peut mettre en place des usines de montage, ce qui créerait des emplois. Mais malheureusement, des populistes ne peuvent pas voir cet aspect de la question. Alors, dans sa volonté de promouvoir, disons, la transparence, le chef de l'État l'a également dit, le comité national de la dette publique, selon lui, a été désactivé. Le gouvernement a pris l'option de réactiver ce comité-là, selon lui, qui joue quand même un rôle central dans la bonne marche ou dans la même promotion de la bonne gouvernance du pays. C'est quand même une bonne chose de savoir que le comité national de la dette publique soit réactivé. Oui, je pense que c'est une bonne chose quand même de réactiver parce qu'il nous faut surveiller notre dette et s'il y a un comité qui s'occupe de ça, qui surveille notre dette, à mon avis, ça peut être une bonne chose. Maintenant, entre une intention et la mise en œuvre, il y a tout un monde et j'espère que la mise en œuvre suivra. Parlons de la justice. Avec la grève de la SUDJUST et de l'UNTJ, l'entente des travailleurs de la justice, cela fait 1 mois qu'ils sont en grève. Certains syndicalistes ont d'ailleurs estimé que le gouvernement a fait recours à une ponction sur leur salaire. Est-ce la bonne méthode quand même pour répondre à cette grève quand même des travailleurs de la justice?
À mon avis, ce n'est pas une très bonne méthode. Et je ne peux pas condamner les grévistes. C'est pourquoi je pense que avant toute grève, il y a un préavis à déposer. Je pense que des négociations auraient dû être entamées entre le pouvoir et les grévistes depuis très longtemps pour qu'une entente puisse s'installer, qu'ils puissent s'entendre, parce que cette situation est déplorable. Je crains que non seulement la justice entre en grève, mais que beaucoup d'autres secteurs dans ce pays entrent en grève. Parce que, premièrement, la situation économique est extrêmement dure. Deuxièmement, ce pouvoir a déjà licencié 30 000 travailleurs et malheureusement, ils vont continuer à licencier. Parce que quand ils disent que quand ils interdisent tout nouveau contrat, tout contrat, ça veut donc dire que ceux dont les contrats arriveront à terme, on ne va pas les remplacer, alors que eux, ils ont fait signer, dès qu'ils sont venus, ils ont fait signer beaucoup de contrats de leurs partisans, de telle sorte que c'est un grand remplacement qu'il y aura, qui est en train de se faire. En plus, tous les secteurs sont mécontents. BTP, syndicats d'ouvriers, syndicats de greffiers, etc., etc. Je crains que dans 1 an ou 2, tous les secteurs soient en grève parce que ce gouvernement ne sait pas s'y faire. Voilà. Alors, la situation, quand même, elle a trop duré. Les accords ont été signés depuis 2018, même si l'on dit que l'État, c'est quand même la continuité. Faudrait-il pas quand même trouver une solution au plus vite? On a vu les conséquences que la grève a eues quand même sur certaines audiences qui sont renvoyées. Est-ce que l'État du Sénégal ne gagnerait pas quand même à essayer de régler une bonne fois pour toute cette situation? C'est-à-dire, en fait, c'est une injustice. C'est-à-dire, certains restent en prison parce que les greffiers sont en grève. À mon avis, c'est injuste de laisser certains en prison alors que ce n'est pas de leur faute. C'est pourquoi je pense que le pouvoir doit, le plus rapidement possible, chercher une solution par rapport à cet état de fait. La réduction des comptes, parlons-en. On a vu ce qui a suivi après, disons, le déclenchement des poursuites sur les rapports. D'abord, le fonds Force Covid-19. Il y a des ministres qui sont déjà envoyés en prison. Il y a eu également d'autres cas, les Farbangom, les Tahirou Sarr, entre autres. Le gouvernement avait quand même promis la réduction des comptes et disons que le déclenchement a été fait par la justice, notamment le pôle judiciaire et financier. Comment vous appréciez la démarche? D'abord, par principe, nous sommes pour la reddition des comptes. C'est un élément important. Quand on te confie l'argent public, il faut rendre compte. Et si tu ne rends pas compte, ou si tu rends compte et qu'on voit que les choses ne se sont pas passées normalement, qu'on t'amène en justice. Et nous, quand nous serons au pouvoir, nous allons faire la reddition des comptes. Mais ici, ce qui se passe, ce n'est pas la reddition des comptes, c'est un règlement de compte. Je prends le cas, par exemple, de Farbangom. Farbangom n'a jamais géré de l'argent public. Ça veut donc dire que s'il a fait des choses illicites, anormales, mais ce n'est pas lui qui doit aller d'abord en prison, c'est d'autres qui doivent aller d'abord en prison. Mais on ceux qui ont géré l'argent public, ceux qui ont sorti l'argent public pour le remettre à Farbangom de manière indue. Moi, je ne sais pas par quelle alchimie on met Farbangom en prison en premier lieu. Ça m'étonne. Mais
Vous pensez que c'est un règlement vous pensez de compte. que le Trésor, par exemple, on dit que les fonds ont été versés à Tahirou Sarr, puis à Farba Ngom. Ce sont d'abord quelques responsables qui doivent Mais qui a versé ces fonds à Tahirou Sarr et à Farba Ngom? Ça doit être des employés du Trésor ou des employés, des agents des impôts et domaines. Mais s'il y a à mettre en prison, c'est eux qui doivent aller d'abord en prison. Mais vous vous rappelez, Ousmane Sonko est allé à Matam pour dire que c'est la dernière campagne de Farba Ngom. Ça veut donc dire que l'emprisonnement de Farba Ngom est une commande politique. C'est la même chose pour Lat Diop, c'est la même chose pour Tahirou Sarr. Moi, on dirait qu'il y a un réflexe corporatiste, c'est-à-dire les agents du Trésor, les agents des impôts et domaines qui ont remis ces sommes à Farba Ngom ou Tahirou Sarr. Moi, je ne vois pas, on ne les a pas mis en prison alors qu'ils devaient être les premiers. Ça veut dire que cette reddition des comptes est manifestement un règlement de compte. Et c'est comme s'il y avait un sabotage de la reddition des comptes. Le gouvernement avait entamé depuis maintenant 1 an, disons, les chantiers, les assises de la justice. D'ailleurs, les conclusions, si je ne m'abuse, ont été remises même au chef de l'État 1 an après. On attend également l'application même de ces conclusions-là. Selon vous, qu'est-ce qui tarde? Pourquoi le président ou bien le gouvernement ne met pas en application les conclusions de ces assises-là de la justice? Je ne sais pas pourquoi ils ne les mettent pas en application. En application. Normalement, eux, ils disent qu'ils ont signé les conclusions des assises. Les conclusions des assises parlaient clairement de juge des libertés. Les conclusions des assises avaient préconisé la coupure du cordon ombilical entre le ministre de la Justice et le parquet. Les conclusions des assises nationales avaient clairement dit que le président de la République ne présiderait plus le Conseil supérieur de la magistrature. Malheureusement, ils sont revenus sur leur signature où ils tardent à appliquer les conclusions pertinentes des assises nationales. Il faut dire que je ne sais pas pourquoi. Pour la présence du président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu quand même des débats. Il y a eu des magistrats qui ont estimé qu'ils n'ont aucun problème à voir le président de la République être présent. Mais pour le symbole, il faut apprendre aux gens à être libres, à prendre leur destin en main. Selon vous, le président doit quitter? Il doit quitter le Conseil supérieur de la magistrature, premièrement. Deuxièmement, on doit couper le cordon ombilical entre le ministre de la Justice et le parquet pour que le parquet soit plus indépendant. Troisièmement, les juges du siège, on ne doit plus utiliser l'intérimaire ou nécessité de service pour les déplacer. Il faut que la justice soit indépendante. Pour qu'un pays soit en paix, il faut qu'il y ait justice. Pour qu'il y ait justice, il ne faut pas une justice à géométrie variable. Il ne faut pas un État pastéfien. Il ne faut pas une justice pastéfienne. Et ça, les assises nationales se sont exprimées d'une manière très claire et le PASTEF a été signataire des conclusions des assises nationales. Mais ce n'est que partie remise. Parce que quand ceux-là vont quitter le plancher, un autre régime sera là et va instaurer tout ce que les assises nationales ont préconisé en matière de justice. On parle de recul des libertés au Sénégal. Certaines organisations de la société civile ont d'ailleurs dénoncé cet état de fait avec l'emprisonnement de certains, entre guillemets, chroniqueurs. Désormais, c'est l'appellation qu'on leur donne, mais également de journalistes et autres membres donc, de certains partis politiques. On parle de recul de liberté. Mais est-ce que le Sénégal réellement, est-ce que cette situation est visible sur le terrain? Ou c'est un mot de trop parler de recul de liberté? Mais, Mamadou Sy, tout observateur objectif doit se rendre compte que notre pays est en net recul démocratique. D'abord,
toute voix discordante, tous ceux qui émettent des voix discordantes sont automatiquement emprisonnés pour des peccadilles. Parce que tout simplement, Moustapha Diakhaté a dit gougnafié. Parce que Bachir Fofana a parlé de, je ne sais du marché des véhicules. Du marché des véhicules. À l'Assemblée nationale. Abdounger, je ne sais même pas ce qu'il a dit. Sur la mort du président du Conseil constitutionnel. Voilà, il doit être autopsié. Etc. Badara Gadiaga. Badara Gadiaga, à cause de ce qu'il a. Tous ceux-là ont été emprisonnés. Et d'autres que j'ai oubliés. Deuxièmement, toute presse libre, indépendante et équidistante, on tente de les asphyxier, soit par l'impôt, soit par la coupure du robinet de ce qu'on appelle l'aide à la presse et qui est en fait une subvention. On essaie d'asphyxier la presse indépendante, etc., etc. Mais il y a un recul démocratique. Alors que notre pays a fait 3 alternances pacifiques et démocratiques. Ça, nous le devons, certes, à l'opposition, aux différentes oppositions, mais nous le devons aussi à la presse, qui est quand même un des phares de la démocratie. Plus que le pétrole, plus que le gaz, plus que les matières premières, ce qui fait le phare, ce qui fait que notre pays est un phare en Afrique de l'Ouest et en Afrique d'une manière générale, c'est la démocratie, c'est la liberté d'opinion et d'expression. Malheureusement, tout ça est en recul à cause de ce régime pastéfien. Ce sont des apprentis dictateurs. Malheureusement pour eux, ils ne réussiront pas. Abdoulaye Wade n'a pas réussi à domestiquer la presse et à arrêter la liberté d'expression et d'opinion. Macky Sall ne l'a pas réussi. Pastef va le réussir encore moins. Et ils vont quitter et la presse libre, indépendante, la liberté d'expression et d'opinion seront toujours là. C'est un projet, un dessein qui, malheureusement pour eux, ne va pas réussir. Alors, quelle réaction, comme vous le dites, le recul de la liberté de la presse, vous l'avez dit, c'est un constat au Sénégal. Quelle réaction faudrait-il avoir par rapport à cette situation? En fait, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est-à-dire, si vous regardez bien, le régime de Abdou Diouf avait plongé notre pays dans une situation extrêmement difficile. Et l'opposition s'est regroupée pour le faire tomber. Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, on espérait que la démocratie allait faire un pas en avant. C'est vrai que sur le plan économique, Abdoulaye Wade a réveillé notre pays. Il a diversifié les partenaires et il a fait des avancées en matière d'infrastructure et même en matière de santé et d'éducation. Malheureusement, il a péché par rapport aux emplois, il a péché par rapport à la liberté d'expression et d'opinion. Et l'opposition s'est regroupée pour le faire sortir, le débouter hors du pouvoir. Macky Sall est venu. Il a fait beaucoup de choses en 10 ans en matière d'infrastructure, en matière d'équité sociale, en matière d'éducation et de santé. Ils ont fait beaucoup de choses. Tout n'étant pas parfait, il y a eu, en matière d'emploi, et même quelquefois, surtout dans la dernière période, repousser les élections, mise en accusation de magistrats, etc. Des erreurs, à mon avis. On s'est regroupé, l'opposition s'est regroupée et il n'était pas candidat. L'opposition s'est regroupée pour battre Benno Bokk Yakaar. Eux, ce sera la même chose, ou même pire. Ils risquent de ne faire qu'un mandat. Dans tous les cas, ils sont en train de creuser leur propre tombe et sans l'ombre d'un doute,
ils seront balayés. C'est pourquoi j'invite toutes les forces vives du pays, en particulier l'opposition, à s'unir pour chercher une alternative au PASTEF. Sans transition, Oui. nous parlons de la politique. Un des membres du parti PASTEF, pas quand même les moindres, le directeur général du port autonome de Dakar, a estimé que l'histoire du Sénégal, que dans l'histoire du Sénégal, on devrait quelque part retrouver qu'après l'arrivée au pouvoir du parti PASTEF, qu'un parti qui s'appelait Alliance pour la République ou APR a été dissous parce qu'il y a eu les événements tragiques de mars 2021, de juin 2024. La dissolution de l'APR théorisée par le directeur général du port, comment vous commentez cet état de fait? Je ne voudrais pas commenter les paroles de Waly Diouf Bodian. Et pourquoi? Parce que, à mon avis, je l'ai écouté, je l'écoute attentivement chaque fois qu'il ouvre la bouche. Mais, personnellement, ça me gêne un peu de commenter ces paroles. C'est pas que je le maîtrise, que je le méprise, mais je ne voudrais pas installer une Oui. querelle Oui. entre lui et moi. D'accord. À cause Mais vous de la différence d'âge, à cause de la différence de parcours. Bien sûr, je n'approuve pas ces paroles. Je ne les approuve pas. D'accord. C'est-à-dire dissoudre la paire, ce recul de la démocratie, c'est incompréhensible. Mais je ne voudrais m'en arrêter là. D'accord. Je n'aimerais pas commenter outre mesure D'accord. les paroles de ce monsieur. D'accord. Alors, Nicolas Ndiaye, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la LD, de la Ligue démocratique. Comment se porte la LD? La LD a eu cette année 2024 50 ans. 50 ans. C'est-à-dire il a été fondé en 1974 par des camarades syndicalistes étudiants qui sont sortis du PAI. Au début, on voulait l'unité des marxistes et l'unité patriotique. Après, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. On s'appelait dans la clandestinité LD. Ensuite, on est devenu, avec la légalité, LDMPT. Ensuite, on est redevenu, après la chute du mur de Berlin, LD tout court. Nous avons abandonné, ou en tout cas diversifié, notre approche marxiste-léniniste. Et donc, nous sommes là en train de nous adapter. Mais nous avons fait beaucoup de choses dans ce pays. D'accord. Nous avons mis en place beaucoup de syndicats autonomes. Le SUDES, l'UDEN, le SDTS. Nous avons contribué à mettre en place ces syndicats, à mettre en place une centrale syndicale, l'UNSAS. Nous avons contribué à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, à la liberté d'association. Nous avons contribué aux deux alternances démocratiques dans ce pays, celle remplaçant Abdou Diouf par Ablaye Wade et celle remplaçant Ablaye Wade par Macky Sall. Mais notre histoire est devant nous, pas derrière nous. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes dans la CDS, Confédération pour la démocratie et le socialisme, qui regroupe une dizaine de partis de la gauche historique. Nous sommes dans la gauche plurielle, nous, l'AFP, le Parti socialiste et d'autres partis. Nous allons essayer de contribuer à réveiller cette gauche plurielle, surtout aujourd'hui que le PASTEF a presque montré son échec. Nous voulons que la gauche plurielle soit une alternative au PASTEF.
Ensuite, nous sommes dans le FDR, Front pour la défense de la démocratie et de la République, avec d'autres partis, et parce que nous voulons rassembler toutes les forces vives de notre pays, pas seulement les partis politiques, mais toutes les forces vives de notre pays, pour arrêter cette dérive de la démocratie, cette dérive contre la République qui est actuellement en train de se passer au Sénégal. Alors, est-ce que au niveau de la LD, vous envisagez faire comme d'autres formations politiques de l'opposition et qui ont quand même, entre guillemets, renouvelé certaines instances où des jeunes ont été promus à des responsabilités? Je veux parler de l'Alliance pour la République, où on a donné Pape Malick Ndour, par exemple, le cercle des cadres républicains, on a promu un certain Amidou Anne, entre autres personnes, des Pape Mao Diouf, qui prennent également, qui intègrent la communication du parti. Est-ce qu'au niveau de la LD également, on pense à faire pareil? Exactement. Nous pensons à faire pareil. Moi, quand je suis entré dans la LD, j'avais 22 ans. D'accord. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans et je suis toujours dans ce parti. J'ai fait toutes les démarches. J'ai été simple militant. Ensuite, j'ai été membre du comité central, membre du bureau politique, membre du secrétariat, et aujourd'hui, je suis secrétaire général. Des jeunes sont en train de faire le même circuit. Nous avons un certain nombre de jeunes dans notre secrétariat, Ibrahima Lariba, Moustapha Sen, Moustapha Diatta, Khadija Dia, etc., qui sont là, qui sont en train de faire leur école et qui petit à petit vont nous remplacer, plus d'autres jeunes évidemment, Moustapha Senghor et d'autres jeunes, Papis Tunkara, je ne peux pas les citer tous, et qui vont nous remplacer à la tête du pays. Maintenant, dans un pays, dans un parti, il faut une solidarité générationnelle. Un parti ne peut pas être constitué uniquement de jeunes. Un parti ne doit pas être constitué uniquement de personnes âgées. Il faut une solidarité générationnelle des jeunes et des vieux. D'accord. Alors, et des moins jeunes. J'ai envie de dire, est-ce que c'est une question un petit peu provocatrice? Est-ce que la LD attire toujours? Je pense qu'elle attire toujours. Et avant-hier, nous avons reçu quelqu'un, c'est un commissaire, c'est un ancien commissaire de police qui voulait fonder un mouvement et il a décidé de renoncer à ça pour venir. Le commissaire Massamba Ndiaye, il a renoncé à mettre en place son mouvement et il est entré dans notre parti. Et presque chaque mois, nous recevons de nouveaux adhérents. Maintenant, nous ne devons pas fermer les yeux, nous devons nous adapter davantage à la situation et être attractifs, être plus attractifs que nous le sommes. Autrement dit, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chemins à parcourir, mais je le répète, notre histoire, malgré que nous ayons 50 ans, notre histoire n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Maintenant, pour que nous contribuions à faire ce que notre 6e, 7e et 8e congrès a dit, c'est-à-dire un grand parti de rassemblement. Ce qui peut sauver la gauche, c'est un grand parti de rassemblement. Mais les échappés solitaires sont dépassés. D'accord. Vous l'avez dit, vous êtes membre du Front pour la défense de la démocratie et de la République. Le Front avait annoncé une grande manifestation de la consommation pour, disons, déplorer la hausse des prix. Où en êtes-vous avec cette manifestation? Nous y sommes toujours. Comment comprendre également la stratégie de la FDR qui est quand même un peu silencieuse, disons? Oui, nous sommes toujours dans cette préparation d'une grande manifestation. Maintenant, dans notre plan d'action, nous avons décidé
de mettre en place des FDR départementaux d'abord. D'accord. En particulier dans la région de Dakar. C'est pourquoi, dans toutes les régions, dans les 46 départements, mais vu que la capitale, c'est la capitale quand même, c'est ici qu'il y a plus de population, nous demandons à tous nos militants, tous les partis membres du FDR, de constituer dans chaque département un FDR départemental et d'attendre nos mots d'ordre. Nous commençons un début de structuration avant de lancer des actions. Et sans l'ombre d'un doute, nous irons vers l'action. Nous n'allons plus nous contenter de simples communiqués. Nous allons faire des grands rassemblements, des meetings. Nous allons faire des marches. Maintenant, pour faire tout ça, il faut un début d'organisation. Et nous allons sortir une circulaire pour demander à tous les partis membres du FDR dans chaque département de s'organiser pour qu'il y ait des FDR départementaux dynamiques. Et à partir de ça, nous allons rendre visite aux départements qui seront prêts. Et après cela, nous allons faire de grandes manifestations et vous verrez. D'accord. Alors, à côté, il y a également des membres de l'opposition qui entendent également créer un autre front, à l'image de Barthélémy Diaz, qui a créé le mouvement Sénégal Bop. Il a Sénégal, beaucoup, j'y arrive. Il a annoncé la création d'un autre front, un front à côté d'un autre front. Ça ne fait pas un peu de désordre, surtout sur le plan de l'organisation de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas nécessaire ou même utile que toute l'opposition se retrouve quand même autour d'un seul et unique front? Oui, mais ça ne fait pas désordre. Les choses se sont toujours passées comme ça. Pour qu'il y ait alternance en 2000, il y a eu le FRTE, le Front pour la régularité et la transparence des élections, qui regroupait 7 coalitions de candidatures. Djiboka, Moustapha Niasse, Abdoulaye Wade avec la CA 2000, Mademba Sok, Iba Der Thiam, etc. Tout cela était regroupé dans une coalition de coalitions qui était une unité d'action qu'on appelait Front pour la régularité et la transparence des élections. Et c'est ce front qui a uni ses visées, ses hommes, ses moyens, etc. pour battre le Parti socialiste. Quand nous avons battu le Parti socialiste, c'était... il y a eu Benno Siggil Sénégal. Il y a eu d'abord la CPA, ensuite Benno Siggil Sénégal, qui était une coalition de coalitions. C'est-à-dire, il y avait la coalition Tanor, Benno ak Tanor, la coalition Benno Siggil Sénégal, la coalition Macky Sall. Macky Sall, oui. Macky 2012. Non, c'est pas Macky 2012. Macky 2012, c'est après la prise du pouvoir. Non, il s'appelait... attendez, il s'appelait Dekal Ngor. Oui. C'est avec ça qu'ils ont gagné certaines collectivités locales en 2009. Et donc, ensuite, Macky 2012, effectivement, et ces coalitions de coalitions, Benno ak Tanor, Benno Siggil Sénégal, Macky 2012, etc., on s'est rassemblés et celui qui est arrivé au deuxième tour, Macky Sall, on l'a soutenu. Celui qui est sorti au premier tour, Macky Sall, on l'a soutenu au deuxième tour. Et on a constitué Benno Bokk Yakaar, qui était une coalition de coalitions. Donc, qu'il y ait plusieurs unités d'action, plusieurs coalitions ne gêne pas. L'essentiel est que au moment opportun, que toutes ces coalitions se rassemblent pour faire un front unique. Et sans l'ombre d'un doute, en tout cas, j'ai bon espoir que la victoire est au bout de nos efforts. Alors, pour
On peut parler également de l'Assemblée nationale. Vous avez certainement suivi. Le Conseil constitutionnel a rejeté certaines dispositions dans le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les députés, dans le nouveau règlement, avaient voulu ou instaurer une mesure pour permettre aux députés d'entendre ou même de convoquer les magistrats. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions-là sont contraires à la Constitution. Vous étiez député à l'Assemblée nationale. Si vous étiez, par exemple, à la place de vos successeurs qui sont actuellement à l'Assemblée nationale, est-ce que vous auriez agi de la même sorte? Mais pas du tout. Ce que je vous ai dit, c'est ça. C'est-à-dire, ils ne savent pas, mais ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Parce que s'ils savaient qu'ils ne savent pas, ils se seraient enjoints les compétences de ceux qui savent. L'Assemblée nationale, suivant la loi, peut consulter des juristes. Ils peuvent même consulter la Cour suprême pour voir, pour leur conseiller. Mais voilà deux revers qu'ils subissent de la part du... Je crois que ça doit être, si mes souvenirs sont bons, la première fois dans l'histoire de notre pays. Voilà deux revers qu'ils subissent de la part du Conseil constitutionnel. Et je me demande si ça continue, est-ce qu'il n'y aura pas un troisième et un quatrième revers? À mon avis, ils doivent faire preuve d'humilité. Et on ne peut pas tout connaître. On doit connaître ses limites et s'adjoindre les compétences de ceux qui savent. Avant de prendre une mesure, avant de faire voter une proposition de loi, s'assurer que cette proposition de loi a toutes les chances de passer. S'adjoindre les compétences de constitutionnalistes. Consulter comme la loi le leur permet. La Cour suprême ou même des membres du Conseil constitutionnel, de telle sorte que ils vont éviter ces déboires. Mais malheureusement, avec leur certitude, leur habitude à agir seuls, tant qu'ils seront dans cette voie, dans cet état d'esprit, ils recevront des gifles comme ça. Je vais terminer avec cette question. Le ministre, disons, de la Justice, au journal de La Place, l'a dit, a transmis officiellement au procureur ou au parquet de pouvoir mener quand même des enquêtes sur ce qui s'est passé en mars 2021, en juin 2024. La lumière quand même doit être faite sur ces événements politiques et tragiques quand même qui ont, disons, mis le pays quelquefois en sens dessus, sens dessous. Oui. D'abord, je pense que c'est une bonne chose. 80 morts, ce n'est pas un mort, ce n'est pas deux morts. Bien que un mort, deux morts, c'est déjà trop. Toutes les responsabilités doivent être situées. 80 morts, toutes les responsabilités doivent être situées. Des enquêtes sérieuses doivent être faites pour que les responsables puissent aller en justice, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement des morts qu'il y a eu, bien que les morts la vie est la plus importante. Absolument. Voilà. Des Auchan ont été brûlés, saccagés. Des voitures. Des voitures. Des stations Total. L'université. La fac de lettres, le CESTI, le chapiteau de la fac de droit a été brûlé. Mais tout ça, des enquêtes doivent être faites. On doit voir les coupables. Des maisons ont été brûlées. Des biens publics, BRT, terre. Mais on doit faire des enquêtes. Malheureusement, je n'ai pas entendu parler d'enquête par rapport à tout ça. Alors que des enquêtes doivent être faites. Et les responsabilités doivent être situées.
Et là, je voudrais dire ceci. Le PASTEF qu'on voit au pouvoir, qui a été à l'origine de la situation économique désastreuse, des déflations, etc. Le PASTEF qui est en guerre contre tout le monde, contre les magistrats, contre la société civile, contre le pouvoir religieux, etc. Ce PASTEF au pouvoir qui est contre tout le monde, c'est le même PASTEF qui, dans l'opposition, n'a jamais condamné cette violence aveugle. C'est la première fois qu'on voit dans l'opposition des hordes attaquer des gendarmeries, des gens attaquer un BRT, un TER, brûler une université sans qu'il y ait condamnation. Ça veut donc dire que ceux-là ne sont pas des révolutionnaires. Ce sont des révoltés contre tout le monde. Et malheureusement, ces révoltés ne peuvent pas amener notre pays à bon port parce que c'est de simples populistes. Nicolas Ndiaye, secrétaire général de la Ligue démocratique, donc de la LD, ancien député à l'Assemblée nationale, merci. On me signale que le temps que nous étions partis est fini. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour l'honneur que vous me faites, moi personnellement, et pour l'honneur que vous faites à notre parti, la Ligue démocratique, l'honneur que vous faites à la CDS, la Confédération pour la démocratie et le socialisme, et l'honneur que vous faites au Front pour la défense de la démocratie et de la République. Ensuite, nous vous assurons, en tant que presse libre et indépendante, de notre soutien, de notre solidarité et de nos prières pour que vous continuiez à exister et à être aussi professionnel et aussi indépendant et aussi équidistant, à être en un mot un pilier de la démocratie dans notre pays. Nicolas Ndiaye, secrétaire général donc, de la Ligue démocratique, ancien député à l'Assemblée nationale, était l'invité de votre émission Le Jury du dimanche. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un prochain numéro.